Dans la savane, ces cris d'alarme sont caractéristiques. Grosse tension chez les impalas. Ils ont détecté un prédateur. Tous leurs sens sont en éveil. Ils sentent qu'il est là. Ils savent qu'il est proche. Mais ils ne peuvent pas fuir, faute de savoir dans quelle direction partir. Voilà la menace. Un léopard. Il est à moins de 10 mètres. Si les impalas n'arrivent pas à le détecter, c'est qu'il est juste au-dessus de leur tête. Et les impalas ne peuvent pas regarder en l'air. Cette fois, leur bonne vue n'a pas été utile aux gazelles. Mais elles avaient senti le léopard. Alors, il n'a pas réussi à les surprendre par son attaque. Le prédateur n'engage jamais la poursuite. Sa technique, c'est l'embuscade. De jour, il échoue quasiment 9 fois sur 10. Regarder, écouter et sentir. Dans la savane, qu'on soit petit ou grand et quelle que soit son espèce, il faut en permanence utiliser ses sens. Cela permet d'échapper aux prédateurs, de trouver sa nourriture, mais aussi de gérer la vie familiale, d'organiser la vie sociale. Certains privilégient la vue. Pour d'autres, c'est l'ouïe qui domine. Pour ce phacochère, c'est l'odorat. Il y a ceux qui voient loin, ceux qui voient la nuit, ceux qui voient en couleur. Celui-là entend les infrasons. Il y a sans doute autant de situations que d'espèces. Le rhinocéros, par exemple. Il a le museau large, les pavillons d'oreilles bien développés, mais des yeux tout petits compte tenu de sa taille. Cela traduit bien la réalité. Le rhinocéros voit très mal. Il est incapable de distinguer quoi que ce soit au-delà de 15 mètres. Il compense son handicap par un odorat bien développé et une ouïe très fine. Ses oreilles, qui bougent de façon indépendante, réagissent au moindre son. Le problème, c'est que si le vent se lève dans la savane et qu'il souffle dans le mauvais sens, le rhinocéros se trouve quasiment privé d'informations. Dans ces conditions, la girafe peut toujours compter sur sa vue. C'est l'une des meilleures de la savane.
Il semble même qu'elle puisse de façon limitée distinguer les couleurs. Elle entend par ailleurs très bien. Avec la tête perchée si haut, pas grand-chose ne lui échappe. Mais cela ne suffit pas toujours pour éviter le pire. Cette girafe a été attaquée par des lions. Elle les a sans doute vus venir, mais ils étaient nombreux et ils l'ont harcelée jusqu'à l'épuisement. Chez les herbivores, les sens sont mis en priorité au service de la détection des prédateurs. Il y a d'une espèce à l'autre des différences d'acuité auditive, visuelle et olfactive. Les animaux ont sans doute plus ou moins notion de leurs faiblesses respectives et des aptitudes de leurs voisins. Cela expliquerait les rapprochements qui s'opèrent. En étant plus nombreux au même endroit, avec des capacités sensorielles différentes, on améliore nettement la sécurité de tous. Ce waterbuck, qui n'a pas les mêmes besoins ni la même organisation sociale que le gnou ou l'impala, apprécie néanmoins leur compagnie car ils profitent de leur vigilance. Ces trois espèces ont quasiment les mêmes prédateurs, et en particulier les guépards. Dans la famille guépard, bien que les petits aient déjà quelques mois, la mère ne s'en éloigne jamais sans raison. Les jeunes le savent, et ce départ soudain attise instantanément leur curiosité. Les uns après les autres, ils avancent instinctivement dans la direction qu'a prise leur mère. Mais le bush est épais et la visibilité très limitée. Faute d'indices sur la direction à suivre, les jeunes guépards se regroupent et hésitent à s'aventurer davantage. Le vent souffle dans la bonne direction, mais les odeurs qu'il porte sont trop diffuses et trop mélangées. C'est finalement le cri d'alarme des impalas qui leur permet de repérer leur mère. L'arrivée soudaine de tous ces jeunes l'oblige à déclencher prématurément la chasse. Dans la débandade qui suit l'attaque, les petits guépards se trouvent à nouveau livrés à eux-mêmes. Ils sont d'autant plus motivés à retrouver leur mère qu'elle pourrait leur fournir de quoi manger. À cet endroit, le terrain est plus dégagé et les jeunes félins peuvent compter cette fois sur leur vue, mais faute de résultats, ils appellent. Chaque petit guépard mobilise tous ses sens et le résultat ne va pas se faire attendre. Il y a deux bonnes nouvelles. Leur mère est tout près de là et elle a réussi sa chasse. Lorsqu'ils ont capturé une proie, les guépards sont sous la menace permanente de plus forts qu'eux.
des hyènes, un léopard ou des lions. Alors, quand ils mangent, il y a toujours une sentinelle. Le guépard se fie essentiellement à sa vue. Comme chez tous les félins, les yeux sont grands. Ils sont disposés frontalement, ce qui leur permet d'avoir une bonne vision binoculaire, essentielle pour bien apprécier les distances. Leur champ de vision est incomparable, 280 degrés. C'est 100 degrés de plus que chez l'homme. Mais de jour, leur acuité visuelle n'est pas meilleure que la nôtre. C'est la nuit qu'elle fait la différence. Elle est alors 6 à 8 fois supérieure à celle des humains. Si les grands félins voient si bien la nuit, c'est que leur système oculaire leur permet d'exploiter la moindre lumière. Pour eux, un soir de pleine lune équivaut quasiment pour nous à un plein jour. L'œil humain comporte à la fois des bâtonnets, les cellules sensibles à la lumière, et des cônes qui permettent de reconstituer la couleur. Mais la rétine des félins ne comporte quasiment que des bâtonnets. Conséquence, le léopard ou le lion ne voit pas les couleurs, mais il voit la nuit. Ils disposent aussi à l'arrière de l'œil d'une couche réfléchissante qu'on appelle le tapis choroïdien, qui permet d'augmenter la quantité de lumière qui parvient à la rétine. Il y a enfin un détail de pelage qu'on retrouve aussi chez le guépard et le lion. La frange inférieure de l'œil est bordée d'un liseré blanc. Il pourrait agir comme un réflecteur et renvoyer la moindre lumière disponible. Les antilopes n'ont pas un système de vision nocturne aussi performant. Mais il en est proche. Pour équilibrer un peu la lutte qui les oppose au quotidien, la nature a doté les proies et leurs prédateurs sensiblement des mêmes armes. Tous les sens sont bien développés chez les uns comme chez les autres. Mais il y a une différence de taille. Chez les antilopes, ils sont mobilisés en permanence, comme on peut le voir pour cette femelle Nyala, qui progresse avec une extrême prudence. À tout moment peut surgir un adversaire qui n'aura qu'une idée en tête, l'attraper pour la manger. Pour elle, une seule stratégie possible. Ne jamais se laisser surprendre. Tous ses sens sont en action. Elle mobilise ses yeux, ses narines et ses grands pavillons qui captent les nouvelles plus ou moins inquiétantes de la savane. En dépit de leurs belles oreilles et d'un flair très développé, les chiens sauvages utilisent essentiellement leur vue lorsqu'ils chassent. Plus précisément encore, ils ne chassent que ce qu'ils voient. Face à ce prédateur, la plupart des gazelles comme ce céphalophe ont une tendance instinctive à la fuite.
Et pourtant, la meilleure chance d'en réchapper, c'est, pour ne pas être vu, de ne pas bouger. Au passage d'une meute de chiens sauvages, cela suppose beaucoup de sang-froid. Alors que la meute patrouille à quelques mètres de lui, le racifère s'est mis en boule. Il ressemble à une motte de terre, ce qui lui sauve la vie. Contrairement à ce que l'on imagine, les grands prédateurs utilisent assez peu leur odorat pour chasser. C'est une question d'efficacité. Il y a trop d'odeurs laissées dans la savane par une multitude d'animaux. Suivre précisément une trace demanderait beaucoup de temps. Et pourtant, que ce soit chez les canidés ou les félins, l'odorat est remarquablement développé et ces animaux y ont recours en permanence. En fait, il sert essentiellement aux relations sociales. C'est un outil de communication au sein de l'espèce. Le lion s'intéresse uniquement aux effluves émises par d'autres lions. C'est son odorat qui lui permet de savoir si un individu qui passe à proximité appartient à son clan ou s'il s'agit d'un intrus qui s'aventure sur son territoire. Pour préciser à chacun l'espace qu'ils contrôlent, les animaux utilisent souvent le marquage. Ils déposent leur odeur d'une façon ou d'une autre, souvent comme ces petits chacals par un jet d'urine. Chez les lions, cette pratique est plutôt l'apanage des mâles. Chez les chacals, les deux membres du couple participent. Le marquage olfactif n'est pas réservé aux carnivores. Les antilopes, qui sont pour la plupart territoriales, y ont recours également. Elles déposent sur le sol ou sur la végétation des sécrétions odorantes grâce à des glandes qui sont le plus souvent placées sur la tête. Les glandes odorantes sont bien visibles lorsqu'elles sont placées sous l'œil, comme chez l'Oréotrague sauteur. L'Oréotrague est une antilope pygmée, l'un des plus petits spécimens de la famille des bovidés. Le buffle est 50 fois plus gros. Chez ce cousin des antilopes, l'odorat est de loin le sens le plus développé. Néanmoins, il entend et voit correctement. Les buffles présentent sous les yeux des plaques de peau nues. On pourrait imaginer qu'elles indiquent la présence de glandes odorantes. En fait, ils en sont totalement dépourvus. Ces marques correspondraient simplement à un phénomène d'usure des poils dû au frottement des oreilles.
Les buffles sollicitent leur odorat à tout propos, pour détecter les prédateurs, pour chercher leur nourriture, ou quand il s'agit de retrouver leurs petits au milieu du troupeau. L'odorat est le moyen le plus sûr et le plus utilisé dans la savane pour identifier un autre individu au sein de son groupe ou de sa famille. Chez les impalas, les petits naissent presque tous en même temps. Les femelles organisent une sorte de garde collective de leurs jeunes, pour pouvoir, à tour de rôle, s'éloigner un peu pour aller manger. Lorsque les mères reviennent, elles se trouvent face à des petits qui sont tous pareils. Il leur serait impossible de retrouver leur progéniture si chacune ne l'avait marquée de son odeur. Il suffit de faire le tour des jeunes pour savoir lequel on peut nourrir. Car chez l'impala, pas question de laisser téter le petit d'une autre. Chez les antilopes, l'odorat est aussi utilisé pour la reproduction. Il permet aux mâles de connaître le statut sexuel des femelles. Elles diffusent des phéromones. Les mâles les analysent grâce à leur organe voméronasal, un récepteur de cellules odorantes qui est en connexion directe avec le cerveau. La girafe, qui n'utilise guère son odorat par ailleurs, procède de la même façon. En analysant l'urine d'une partenaire potentielle, ce mâle est à même de savoir quasi instantanément si elle est ou non dans une période de fertilité. L'organe voméronasal est présent chez tous les mammifères, mais plus ou moins utilisé selon les espèces. Chez le babouin, lorsqu'il s'agit de connaître le statut des femelles, on compte plutôt sur la vue. Ils le lisent sur leur croupe, dont la couleur et la forme évoluent au fur et à mesure du cycle. Lorsque la couleur est très prononcée, le relief le plus marqué, on est au cœur de la période de fertilité. Les vervets utilisent eux aussi un code couleur. Mais chez eux, ce sont les mâles qui l'affichent. À l'adolescence, ces petits singes développent un scrotum bleu. Il est d'autant plus voyant qu'il contraste avec la couleur rouge du pénis. C'est la testostérone qui est à l'origine de ces couleurs vives. Elles sont plus prononcées chez les mâles dominants qui s'exposent souvent jambes écartées pour faire valoir leur place dans la hiérarchie du groupe.
Cette particularité permet de déduire à coup sûr que les singes voient en couleur. Il suffit souvent d'observer les animaux pour en tirer des enseignements précis sur leur acuité visuelle, olfactive ou auditive. Un pavillon d'oreille très développé signifie presque à coup sûr que l'espèce concernée se mobilise sur l'écoute des sons de la savane. Mais les grandes oreilles des petits babouins ne doivent pas nous induire en erreur, car quand ils deviennent adultes, ces pavillons sont beaucoup plus discrets, ce qui correspond à la réalité. Pour les babouins, l'ouïe n'est pas un sens très important. C'est la vue qui domine. Leurs yeux ne sont pas particulièrement grands, mais ils sont disposés frontalement, ce qui leur donne une bonne vision binoculaire. Ces singes voient loin. On estime qu'ils sont capables de détecter un prédateur immobile à 500 mètres. Le babouin vit essentiellement au sol, où sa vue est mobilisée en permanence, à la fois pour assurer sa sécurité et pour rechercher sa nourriture. La taille de son museau laisse à penser qu'il a un bon flair. Il le mobilise essentiellement pour trouver ou sélectionner ce qu'il va manger. C'est un omnivore et les opportunités sont nombreuses. Le babouin a une vie sociale animée où l'occasion lui est donnée de mobiliser tous ses sens. Ces singes peuvent se disputer sévèrement. Mais tout aussi vite que le chahut a commencé, le calme revient sur la troupe qui reprend sa progression. Les groupes de babouins avancent souvent de façon très dispersée. Il peut y avoir plusieurs centaines de mètres entre le premier et le dernier de la troupe. La cohésion du groupe est assurée notamment de façon visuelle. Elle serait favorisée par un détail anatomique. Quand on regarde la queue des singes qui avance, on remarque qu'elle est dressée sur une vingtaine de centimètres, puis fait un coude. Cette forme caractéristique qui se rencontre aussi bien chez les mâles que chez les femelles s'accentue avec l'âge. Elle est moins prononcée chez les jeunes. Cette adaptation morphologique permettrait aux animaux les plus mûrs, ceux qui montrent la direction à suivre, d'être plus facilement visibles pour les suivants, notamment quand ils s'engagent dans les herbes hautes. A priori, cette question ne se pose pas pour les éléphants. Non seulement leur silhouette énorme dépasse de partout, mais avec leur barrissement, leurs grandes oreilles et leur trompe, ils semblent avoir les moyens de se trouver en toutes circonstances. Et pourtant, cette mère cherche désespérément son jeune.
Il était près d'elle, au bord de la rivière. Son attention affaiblie, les roseaux l'ont caché et le petit a disparu. Cette tortue thérapine le sait. L'éléphanteau n'est qu'à quelques centaines de mètres de sa mère. Il lui est caché par le massif de roseaux. De toute façon, à cette distance, elle ne le verrait pas, car l'éléphant n'a pas une bonne vue. Sa mère est tournée dans la bonne direction, mais n'a pas de certitude. Le bruit de la rivière doit brouiller les sons. Si elle communiquait d'une façon ou d'une autre avec son éléphanteau, à coup sûr, elle marcherait vers lui. Pour le petit, la situation est compliquée. Non seulement la fatigue se fait sentir, mais il se trouve à proximité d'un troupeau d'hippopotames qui n'aiment pas les intrus sur leur territoire. Le gros mâle aurait pu le noyer ou d'un coup de mâchoire le couper en deux. Sans qu'on sache pourquoi, il l'a épargné. Il le regarde maintenant avec curiosité. Jamais à coup sûr, les hippopotames n'avaient vécu pareille situation. Il est tellement improbable qu'un éléphanteau se trouve si loin de son troupeau. Les îlots couverts de roseaux forment un mur infranchissable. Impossible d'y mettre pied. Il n'y a pas d'alternative. S'il veut trouver la terre ferme, il doit les contourner. Autrement dit, poursuivre dans l'eau. De l'autre côté de l'écran de verdure, il y a une mauvaise nouvelle. Sa mère change de direction et s'éloigne. Ses sens ne lui ont pas suffi pour localiser son petit. Qui peut dire ce qu'il est advenu du petit éléphant? C'est le secret de la rivière et de ses habitants. Ils ont pu le voir se noyer d'épuisement ou regagner enfin la rive. Mais sur la rive, les chances sont faibles pour un éléphanteau si petit d'échapper aux prédateurs et de retrouver son clan et sa protection légendaire. Il n'aurait alors qu'une carte à jouer. Se faire entendre. À l'écart cette fois du tumulte de la rivière. Côté sens, l'audition est sans conteste le point fort des éléphants. Grâce à leur grand pavillon, ils captent tous les sons avec une extrême précision. Ils émettent et entendent des fréquences très basses, jusqu'à 5 Hz, qui ne sont pas perçues par l'oreille humaine. Les pachydermes entendraient aussi d'une certaine façon avec leurs pieds,
qui percevraient jusqu'à 2 km les ondes acoustiques de surface. Il semble que les animaux les plus gros aient développé des particularités sensorielles un peu hors normes. C'est vrai pour le plus grand mammifère terrestre, c'est vrai pour le plus grand oiseau de la savane. L'autruche qui vit au sol doit se préserver des prédateurs terrestres. L'autruche est attaquée notamment par les guépards, mais elle a de longues pattes pour leur tenir tête à la course. Elles sont terminées par 2 doigts. Le doigt le plus gros est prolongé par une griffe. L'autruche s'en sert pour creuser le sol ou pour se défendre. C'est alors une arme redoutable. Le vrai danger, comme toujours, c'est de se faire surprendre. Mais l'autruche a 2 atouts. Elle voit et elle entend très bien. Elle entend par ses 2 orifices dirigés vers l'arrière et protégés par quelques plumes qui leur donnent des allures d'oreille. Elle voit grâce à un œil exceptionnel. Il peut discerner un mouvement à 3 km. Cette vue hors pair est d'autant plus efficace qu'elle est utilisée à partir d'un point haut, car la tête de l'autruche se trouve à 2,50 m du sol. Les zèbres ne s'y trompent pas, ils viennent souvent se mettre en sécurité à proximité du grand oiseau. Le zèbre a pourtant une très bonne vue diurne. La meilleure sans doute chez les herbivores après celle de la girafe. Mais ses yeux sont placés latéralement, ce qui limite son champ de vision binoculaire, qui ne couvre que 60 à 70 degrés. En l'absence d'autruche, le zèbre a donc recours à un classique tête-bêche. Un œil de zèbre est sensiblement de même taille qu'un cerveau d'autruche. C'est très petit pour un animal aussi gros. Mais cela correspond à un ratio commun à la plupart des oiseaux chez qui l'œil et le cerveau sont sensiblement de même taille. Mais l'œil est proportionnellement beaucoup plus gros chez l'oiseau que chez les autres vertébrés. C'est vrai chez les plus grands comme l'outarde de Cory ou des plus petits comme le bulbul, le kéléa à bec rouge ou les tisserins, ce qui donne une indication sur l'importance de la vue dans leur vie de tous les jours. Ce grand calao terrestre arpente la savane pour trouver sa nourriture. Des insectes, des reptiles, des petits mammifères qu'il cherche avec les yeux. Voilà sans doute les yeux les plus spectaculaires de la savane. Les grands cils ont une fonction bien précise. Protéger l'œil. Il est très exposé au vol des graminées ou au contact des herbes et des épines quand ses bucorves se déplacent. Celui-ci est un jeune, il n'a pas encore la gorge chatoyante de ses parents.
Voilà un autre oiseau qui chasse au sol et lui aussi à vue, le serpentaire. Cet oiseau tout à fait unique est apparenté au rapace diurne. On le considère souvent comme un aigle terrestre, c'est dire combien sa vue est excellente. Elle profite de particularités qu'on retrouve chez les autres rapaces de la savane. Il y a les petits, comme ses autours, et les très grands, comme l'aigle pêcheur, l'aigle ravisseur, ou plus redoutable encore, l'aigle martial. Il y a dans sa rétine 5 fois plus de cellules photoréceptrices que dans la nôtre. Qui plus est, l'image qu'elle reçoit se concentre sur la partie la plus sensible, la fovea. Résultat, il obtient à grande distance une image précise de ce qui l'intéresse. Ceci dit, il n'y a pas dans la savane d'oiseau qui ait mauvaise vue. La vision des guêpiers sort aussi de l'ordinaire. Ils ont choisi un poste d'observation et regardent passer les insectes. Ils sont capables de les suivre des yeux avec précision dans un rayon d'une quinzaine de mètres. À intervalles réguliers, ils partent chasser et viennent se reposer sur la même branche. Il leur faut réussir environ 400 sorties dans la journée. Chez les oiseaux, comme l'œil est l'organe sensoriel principal, il est précieux. Il est muni d'un dispositif particulier pour le protéger en toutes circonstances. L'œil de ce perroquet qui mange l'écorce dans une position acrobatique peut être à tout moment accroché par une brindille. Alors, il est protégé par une troisième paupière, la membrane nictitante. Pour ce marabout haut perché, c'est le souffle du vent qui déclenche par réflexe la mise en place de ce rideau plus ou moins opaque. Cette paupière se déplace horizontalement et de façon indépendante pour chaque œil. Un tel dispositif présente un avantage évident pour les oiseaux plongeurs. Chez ce martin pêcheur pie, par exemple, la membrane se met en place automatiquement juste avant le contact avec la surface de l'eau. Évidemment, tous ces oiseaux voient en couleur. À quoi servirait autrement le chatoiement de ces plumages? Alors que les gazelles se différencient en variant à l'infini toutes les possibilités d'une même teinte, les oiseaux s'exposent dans une formidable palette de coloris. L'un des oiseaux les plus beaux et les plus communs de la savane
le rolier à long brun est un modèle du genre. C'est une espèce chez qui mâles et femelles sont semblables et dont le plumage est déjà si chatoyant qu'il n'en change pas au moment de la phase nuptiale. Mais le plus souvent, comme chez ces martins caronculés, en période de reproduction, le mâle se fait remarquer par un changement d'aspect. Sa tête s'orne de jaune vif et il lui pousse des appendices de peau noire sous le bec. À ce moment, les mâles ont une double obsession, se faire voir et se faire entendre. Des milliers de chants se mêlent, mais chacun ne s'intéresse qu'à un seul, celui de son espèce. Posté bien en évidence pour montrer qu'il est chez lui, le martin chasseur du Sénégal écoute avec attention le chant d'un concurrent qui lui conteste son territoire. Un ibis aguedache cherche sa nourriture. L'oiseau ne compte pas sur sa vue, mais sur son odorat. Son long bec est doté de chimiorécepteurs qui lui permettent de détecter les odeurs et de piocher au bon endroit. Chez l'ibis tantale, le bec fait appel à un autre sens, celui du toucher. Non seulement c'est un outil que l'oiseau manie avec une extrême précision, mais il est équipé de capteurs tactiles. Quand la cigogne pêche, il se déclenche par réflexe s'il vient au contact d'un poisson. À voir ces oiseaux faire leur plumage, on a un sentiment de grande coordination entre deux sens, ceux de la vue et du toucher. Mais le toucher, le vrai, celui qui crée le lien social ou l'entretien, est d'une autre nature. Et il y a dans la savane un organe unique pour l'évoquer, la trompe de l'éléphant. C'est un appendice nasal hypertrophié. Conçu pour respirer, pour sentir, il est en vérité la main qui manquait à l'éléphant pour tout faire. Une main ferme et sensible. Le moyen privilégié pour communiquer avec ses frères. Ce matin, un francolin s'est perché pour se faire voir et se faire entendre. Pendant que les babouins regardent le lever du soleil, leur petit est parti voir ce qui se passe à la rivière. Il y a là un grand mâle et quelques membres de son clan. Plus loin, une jeune femelle est collée à son éléphanteau. Peut-être qu'un miracle s'est produit. Mais pour nous, tous les petits éléphants se ressemblent.